Ce que nous allons avoir maintenant, c'est une interview sur scène. Aujourd'hui, nous avons un programme un peu différent de celui de la dernière AZK. Ce sera une interview d'Eric Ambar. Je pense la dernière fois que tu étais avec nous, Eric Ambar, oui, à la 14e AZK, tu as parlé avec brio de l'abolition de l'argent et des droits civils. Et dans l'interview d'aujourd'hui, nous discutons avec lui des dangers passés sous silence du transhumanisme. C'est quoi ça, au juste? Nous aimerions poser la question à Eric Ambar aujourd'hui, ou en savoir plus de lui. Qu'est-ce qui se cache derrière le transhumanisme et quel danger y a-t-il exactement? Je ne sais pas ce que c'est nouveau, ce qui est en train de venir. Est-ce qu'il s'agit en quelque sorte d'un dernier cri de notre sexualisation forcée ou d'un nouveau type de grippe qui est en train de venir? Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est ce qui nous intéresse maintenant. Pendant qu'on installe tout ici pour l'interview avec Eric Ambar, nous regardons son profil là-haut. Tu peux nous faire signe, on a un peu de temps avant que ce soit installé. Voici Eric Ambar. Accueillons-le chaleureusement. Et pendant qu'il a son profil sur le grand écran, il prépare tout ici. Né à Munich en 1963, marié et père d'un enfant. Son parcours. Diplômé en biologie du bâtiment, diplômé en gestion d'entreprise et agent d'assurance. De 1984 à 2012, conseiller en communication et manager pour des conseillers financiers. Depuis 30 ans, Erich Ambar se consacre de façon intensive au domaine des assurances et des investissements. Il a ainsi pu constater que le principal intérêt de la branche des prestations financières n'est pas le bien-être des clients, mais plutôt la multiplication des profits personnels. Ainsi, il est devenu un non-conformiste, un chercheur de vérité, un informateur, un activiste pour la paix et l'auteur de divers écrits, articles et publications professionnelles. Son livre « Au revoir argent liquide, la séparation fait mal » de l'abolition de l'argent liquide à l'esclavage des comptes bancaires pucés est parmi les plus grands succès littéraires et il est disponible dans le commerce. Depuis 2010, il fait des conférences et des ateliers sur des sujets tels que les solutions pour l'être humain pour le bien-être de tous. Ses points forts, l'économie, la politique, les finances, la biologie du bâtiment, les médias et le travail pour la paix, ainsi que le transhumanisme et l'intelligence artificielle, la physique quantique et la guérison quantique, les ordinateurs quantiques et les phénomènes temporels. Depuis 2016, il a répondu à des douzaines d'interviews et fait des exposés entre autres pour CLA TV, Werdenken TV, Bewusst TV, Nuoviso, Steinzeit TV, Lebenskraft TV, etc. sur les sujets de la paix, de l'abolition de l'argent liquide, du contrôle de la pensée et de la guerre des drones. Il a particulièrement à cœur le travail pour la paix comme pôle opposé au principe dominant du diviser pour régner, à la mutualisation des pertes et à la privatisation des gains. En 2017, il a été l'initiateur du mouvement international pour la paix, le chemin de la paix. Expert financier et chercheur de vérité, Erich Ambar répond aujourd'hui aux questions sur le thème « L'humain modèle passé de mode, le transhumanisme et l'intelligence artificielle veulent nous remplacer ». S'il te plaît, Eric Ambar. Merci d'être de nouveau parmi nous. Bonjour, salut. Je te confie à ton duo d'intervieweurs Ben et Katharina. S'il te plaît. Oui, je vous salue tous. Bonjour, c'est sympa d'être à nouveau là. Bonjour, Monsieur Ambar. Bonjour, Monsieur Ambar. Super. Oui, Monsieur Ambar, je voudrais tout d'abord vous remercier très chaleureusement d'être ici aujourd'hui. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu un voyage un peu mouvementé cette nuit. Et vous êtes venu cette nuit avec la société de bus allemande Flixbus, tout de suite après votre dernière conférence d'hier soir. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind.
Je le fais de tout cœur, mais je suis en pleine forme. Enfin, on verra. Sehr schön. Ja, wir haben's Oui, nous venons de l'entendre. L'année dernière à la ZK, votre thème était l'abolition de l'argent liquide et des droits civils. Cette fois, nous avons un autre sujet, transhumanisme et intelligence artificielle. Au premier abord, le lien n'est pas visible. Comment en êtes-vous arrivé à ce sujet ? Oui, j'ai réalisé à un moment donné que tout est une sorte de grand ensemble. Et bien sûr, ma carrière m'a amené à travailler très intensément dans les sujets de la finance, de l'état de l'ombre, de l'économie, de la politique et de choses semblables. Cependant, j'ai pu aborder par exemple le sujet des monnaies cryptographiques, l'abolition de l'argent liquide et surtout les échanges commerciaux quotidiens des marchandises d'une valeur de 30 milliards de dollars par jour qui circulent dans le monde. Et face à cela, les produits financiers dérivés d'une valeur de 6 000 milliards de dollars par jour. Et là, je dois reconnaître que ça aussi, ça fait partie de la réalité. Et ensuite, j'ai abordé de nombreux autres sujets de manière interdisciplinaire. C'était montré brièvement dans la présentation du début. Bien sûr, les liens entre le système financier, l'argent liquide, l'abolition de l'argent liquide, les monnaies cryptographiques et tout ce qui se cache derrière sont la prochaine étape logique. En outre, le transhumanisme et l'intelligence artificielle sont étroitement liés à ce domaine. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, il faudrait clarifier les termes parce que je pense que transhumanisme, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le transhumanisme et ce qu'est l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr, ça pourrait être une bonne base pour construire dessus. Donc d'abord, j'aimerais commencer par l'intelligence artificielle. Il suffit de faire la distinction entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte. L'intelligence faible est là depuis longtemps. En termes simples, il s'agit de programmes informatiques, d'algorithmes qui servent en principe à faciliter le travail ou l'existence des gens dans la vie quotidienne, c'est-à-dire à prendre en charge des tâches de calcul, des processus automatisés qui peuvent nous sembler un peu monotones ou ennuyeux. Dans ces cas-là, ça peut nous servir. Il y a donc des domaines où l'IA a aussi de nombreux avantages qui peuvent servir l'homme. Et au final, ce sont toutes des commandes de programme composées de ces bits, c'est-à-dire un 0 ou un 1, dans un ordre défini. Il en résulte simplement un programme. Ensuite, il y a les fonctions de calcul et aussi les appareils qui sont produits avec et qui travaillent avec, dans une logistique de stockage. Peut-être que parfois ça donne du sens d'utiliser la technologie avant que nous, les humains, ne travaillions inutilement jusqu'à l'épuisement. L'intelligence artificielle faible, comme je l'ai dit, se situe dans le domaine de la vie quotidienne. L'IA forte est tout simplement une méthode. Elle est pour ainsi dire faite dans son application pour imiter notre comportement à nous les humains. Il est très important pour moi ici de souligner à nouveau au début qu'une intelligence artificielle n'a aucune empathie réelle, aucun sentiment, aucune émotion, que c'est le rationnel pur pour ainsi dire, si je veux parler en images. On développe l'intelligence artificielle en téléchargeant des photos. Ainsi, on peut imiter l'être humain et on y arrive de mieux en mieux. Ainsi, par exemple, il existe un système de la société Microsoft où on peut télécharger des images et ce système décrit ce qui est sur l'image. Donc, si vous téléchargez une photo d'un gratte-ciel, l'IA vous dira gratte-ciel. Si vous téléchargez une photo de personnes très pigmentées, la réponse du système sera gorille. Donc là, il faut ajouter plus d'informations, parce qu'on développe cette IA qui va s'améliorer de plus en plus avec le temps. En principe, il n'y a pas de morale, pas d'éthique. C'est de la pure efficience à 100%. En principe, ça dérange les hommes, et c'est ce côté de la médaille qui ne me semble pas très positif. Eh bien, il faut alors distinguer entre l'IA faible et l'IA forte. Et puis, tout n'est pas mauvais non plus. L'oratrice précédente, Madame Kern, c'est vraiment génial tout ce que vous nous avez transmis. Vous m'avez construit beaucoup de ponts vers mon sujet. Surtout en ce qui concerne l'IA, tout est lié. Je ne veux pas me plonger encore une fois dans cette partie, et je vais donc aborder maintenant le deuxième sujet, le transhumanisme. En fait, c'est quoi le transhumanisme? Le logo de ce mouvement transhumaniste, c'est une lettre H. H comme Heinrich et un signe plus. Donc H pour humanity, pour l'humanité, pour les humains, et plus pour ajouter quelque chose à l'humanité. Et il faut définir là l'être humain. Qu'est-ce que c'est réellement?
Et où commence le transhumanisme? Si vous voulez tracer la ligne exacte, vous pouvez le voir ici en arrière-plan. Il n'y a pas d'être humain qui soit né par nature avec un tatouage ou qui vient au monde avec un piercing. Donc, si on applique cette définition, on a fait un rajout à l'homme de quelque chose qui n'est pas humain. C'est dans ce contexte que commence la frontière vers le transhumanisme. Il n'y a bien sûr rien de mal, à mon avis, dans le fait que les tribus primitives aient utilisé les runes pour renforcer certains rituels dans un sens positif. Selon moi, ce n'est pas quelque chose de faux, car jadis les peuples vivant dans la nature s'appliquaient aussi des runes avec des couleurs pour renforcer certains rituels de façon positive. Mais le tatouage, c'est autre chose. D'une part, vous introduisez des métaux lourds dans votre corps, ce qui n'est peut-être pas très sain pour la physiologie de votre corps. Et ensuite, vous passez aux implants, au diagnostic prénatal, pour ensuite décider qui est digne ou non de vivre. Alors là, ça commence à aller de travers. Il y a aussi toutes ces chirurgies pour améliorer la beauté. Donc, en principe, ce sont toutes des choses que l'on peut trouver dans ce transhumanisme, et puis bien sûr, ça continue, étape par étape. En fin de compte, ça devient comme une religion flagrante avec un dogme fou. Je voudrais à présent décrire très brièvement cette situation. Le mouvement transhumaniste peut aussi être reconnu par le fait qu'il a simplement cette conscience ou cette croyance qu'est l'impertinence de la part du corps humain de mourir un jour. Qu'est-ce que notre corps se permet là, de mourir un jour? Il vieillit, il tombe malade, il ne fonctionne pas de manière optimale, nous perdons la vue. Ainsi, dans le monde du football, il y a Trapattoni qui a dit « Comment le corps humain peut-il se permettre de cesser de fonctionner à un moment donné ?» Et c'est une philosophie purement technocratique, une vision du monde purement matérialiste, dans laquelle on suppose simplement que le corps humain n'est pas parfait. Il faut simplement l'améliorer. Peu importe à quel prix, et c'est alors le chemin vers le cyborg, vers l'homme-machine. De toute façon, 99% de l'humanité l'est déjà avec les smartphones. C'est encore à l'extérieur du corps, mais au fond, c'est un élément technique qui est en partie déjà dans le corps de nombreuses personnes. On est sur le point de lancer un portable sur le marché qui est introduit dans la dent, et quand il sonne, on l'entend dans l'oreille. On peut décrocher avec la langue, et ainsi, on a ces chouettes impulsions et fréquences numériques dans la tête, juste à côté des organes vitaux, de la glande pinéale et d'autres glandes que nous avons. Eh bien, comme nous le savons de l'exposé précédent, ça ne se passera pas bien si on introduit cette technologie aussi profondément dans le corps humain. Et ce n'était qu'un exemple. Et bien sûr, on peut comprendre qu'il y a un désir de guérir les maladies, ou peut-être de ne pas les laisser se développer. Ça peut aussi être une aide, mais c'est une vision du monde très dogmatique. De plus, il y a encore le fait de ce dogme prédominant qui dit que la conscience se forme à partir de la matière, c'est-à-dire de notre cerveau. Personnellement, je vois les choses différemment et de façon diamétralement opposée. Tous les grands chercheurs et les grandes personnalités historiques qui ont travaillé dans cette direction et fait des recherches dans ce sens ont toujours affirmé et plus ou moins admis à la fin de leur vie la chose suivante. Nous devons supposer que derrière toute matière, derrière toute chose physique, il y a un esprit conscient, intelligent, aimant, une conscience. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est la conscience qui crée et influence la matière. Et le dogme dans ce mouvement du transhumanisme est complètement autre. Et ça, c'est simplement un mouvement effarant dans le transhumanisme. Ils ont leurs propres universités, de nombreux laboratoires, de nombreux projets secrets, des Black Ops, des opérations secrètes dans le secteur militaire. Peut-être que nous allons encore en parler. Voilà en principe l'image du transhumanisme. Bien sûr, l'IA y joue un rôle très très important. C'est pourquoi je l'ai relié dans le titre. On améliore notre corps grâce à la technique et au génie génétique. Avec les ciseaux à gènes, on taille sans scrupule. Des puces sont implantées comme ici avec cette exigence de la Silicon Valley. Nous finançons votre revenu de base inconditionnel, mais en contrepartie, nous avons besoin de vos données. Et c'est pour cela qu'une puce doit être implantée dans votre cerveau. Ainsi, nous pourrons saisir vos données à tout moment. Ray Kurzweil, le responsable du développement chez Google, a prédit il y a quelque temps que dans un avenir proche, nous aurons des micro-ordinateurs dans notre corps.
Ils sont si petits qu'ils seront dans la circulation sanguine et qu'ils traverseront aussi la barrière hémato-encéphalique. Peut-être que ce sera pour 2021. Il y a aussi d'autres faits qui l'indiquent et alors nous serons constamment connectés à l'Internet. Et en retour, on nous donne le revenu de base inconditionnel, que je ne trouve pas totalement négatif. Mais le mot inconditionnel me dérange. C'est dans cette direction que ça va avancer rapidement. Et le dernier point, pour finir l'explication du début, le noyau dur des transformalistes dit « C'est loin d'être terminé, car c'est le but du mind upload », c'est-à-dire se télécharger soi-même, télécharger sa conscience dans le nirvana numérique et y créer des copies de sauvegarde de soi-même. Et si alors on fait ça, avec cette conscience numérique, dans un couple, ils pourraient mutuellement changer de corps et s'expérimenter d'une perspective différente. Là se trouve cette philosophie du scénario lumineux. Tous les êtres, qu'il s'agisse d'êtres humains-machines, les cyborgs ou de chimères, et tout ce qui existe encore, vivent alors dans une coexistence pacifique. Alors, il n'y a plus de maladie, plus de guerre, et tout va bien. C'est un rêve sans substance des dirigeants et des avant-gardistes de ce mouvement transhumaniste. Et le grand danger est bien sûr que si on s'attache à cette vision matérialiste du monde, et là il y a vraiment beaucoup d'argent qui est investi, alors ce sera peut-être une prison numérique pour l'âme, si nous y téléchargeons et numérisons notre esprit. C'est donc une évolution qui est pour moi très inquiétante. Si je m'exprime très simplement, cela signifie que ma conscience, tout ce qui me constitue, est enregistré sur un ordi. Oui, exactement. Il y a 3 films d'Hollywood. L'un d'eux a déjà été cité aujourd'hui, In Time. Le suivant est Ex Machina. Dans ce film, l'intelligence artificielle fait l'objet de recherches dans un laboratoire secret. Ça donne des substrats cérébraux qui sont ensuite téléchargés. Il est donc reproduit en conformité. Le corps humain est reconstruit de façon numérisée. Et le 3e film est en fait cette Bible des transhumanistes. C'est le film avec Johnny Depp, Transcendance. Qu'est-ce qui se passerait si une nouvelle intelligence était née? Et c'est justement l'explication dans ce film. Qu'est-ce que le transhumanisme et qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est effrayant de voir ce qu'il y a déjà sous ce terme Humanisme. Humanisme, merci, exactement. Nous voudrions revenir brièvement sur l'intelligence artificielle. Vous avez déjà mentionné ce qui est déjà possible aujourd'hui. Donc si j'ai bien compris, par exemple, aussi Word, que nous avons tous utilisé, j'en suis sûr, qui prend en charge le correcteur orthographique lorsque j'ai fait des fautes d'orthographe. Qu'est-ce qui est encore possible déjà aujourd'hui? Exact. Donc si nous jetons un coup d'œil à toutes les choses qui existent déjà aujourd'hui, des choses assez banales dans la vie de tous les jours. Vous connaissez ces lecteurs d'e-book aujourd'hui avec lesquels vous pouvez lire des livres numériques. Pour ça, vous devez installer un certain logiciel de sorte que vous pouvez facilement convertir ces e-books en un PDF lisible et pour cette conversion, vous laissez des empreintes digitales qui sont utilisées pour enregistrer tout d'abord qui lit quel livre. Quels passages du livre sont surlignés? Et c'est pour ça que mon livre « L'argent liquide » existe seulement en version papier et non numérique. Si quelqu'un y lisait et marquait les 2 chapitres « Dictature intelligente » ou d'autres passages, ou juste ce que je dis à propos de l'histoire du système financier, alors il serait poursuivi par la justice ou traité de conspirationniste. Soit dit en passant, chaque citoyen a depuis longtemps un dossier numérique. Dans l'État de l'Utah, on avait construit cette grande ferme de serveurs. Il y a 2 ans, j'ai passé par là moi-même en allant à Salt Lake City à cause des recherches pour mon livre. Et c'est vraiment incroyable comme c'est grand, comme c'est complexe. C'est une énorme quantité d'énergie qui est consommée. Et en Allemagne, c'est par exemple comme ça. Il y a quelques années, on nous a donné ce numéro d'identification fiscale personnelle que nous avons maintenant à vie. Et sous ce numéro d'identification fiscale, un dossier citoyen numérique est conservé en Allemagne pour chaque citoyen. Qu'il s'agisse d'un bébé ou d'un vieillard, constamment mis à jour avec des profils de mouvement et une base pour relier toutes ces choses entre elles, pour analyser, pour évaluer. Nous le savons aussi de Snowden et compagnie. C'est l'IA. C'est l'une des applications actuelles. Dans le dossier de chaque citoyen, il y a de la place pour 15 millions d'enregistrements de données. À l'heure actuelle, il y a entre 1500 et 2000 enregistrements de données sur chacun d'entre nous. Ensuite, nous avons aussi les objets connectés.
Ça non plus, ce n'est pas toujours mauvais, mais je ne veux pas qu'une machine décide à ma place quand j'achète ou non du lait. Et dans le cadre de la transition énergétique, cela augmentera aussi massivement la demande d'énergie. Aujourd'hui, nous avons environ 5 milliards d'appareils en réseau, comme des réfrigérateurs, des appareils intelligents, etc. Dans 2 ans, ce nombre sera multiplié par 10 et atteindra 50 milliards d'appareils. Alors nous aurons des quantités de données, de sorte qu'elles se développeront puissance 10, et donc la demande d'énergie va aussi augmenter énormément. En principe, nous avons, je dois mentionner ici le livre du professeur Norbert Ehring, qui est tout à fait d'actualité, Argent intelligent. Et il y décrit aussi très fortement comment cela est lié avec le logiciel de reconnaissance faciale. Qui passe par où? A-t-il un téléphone portable sur lui? Ce portable a également un numéro de série personnel, une adresse IP. Tout va dans le sens de la collecte des données, la pieuvre des données. Et l'ANE admet que oui, tout ce qui passe par l'électronique est stocké en conséquence et ensuite évalué. Il y a donc beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours qui existent déjà aujourd'hui. C'est pour ça que je fais une petite digression. Si nous laissons l'argent liquide nous être retiré, la liberté personnelle appartiendra peut-être au passé, du moins en matière de consommation. Donc, nous devrions ne pas l'accepter et plutôt prendre un chemin différent. Et voici maintenant une évolution très flagrante. Nous avons alors ce qu'on appelle le système de crédit intelligent. C'est déjà en train d'être réalisé en Chine. Il est actuellement mis en place pour le gouvernement chinois par les 2 plus grandes sociétés Internet du pays, Tencent et Alibaba. Et en Chine, le taux d'intérêt d'un crédit qu'un consommateur rembourse dépend de son comportement social. Est-ce que vous rencontrez des non-membres du Parti chinois? Est-ce que vous buvez trop d'alcool? Ou qui rencontrez-vous dans vos temps libres? Est-ce que vous avez déjà fait des recherches sur Internet au sujet du chanvre? Alors, tout simplement, votre système de notation s'effondre. Notation qui est utilisée en médecine pour la classification des tableaux cliniques. Et vos taux d'intérêt augmentent à la banque. Et c'est ce système de crédit social qu'ils veulent introduire dans le monde entier, dans la société de valeurs occidentale. C'est une base évidemment, tous les logiciels, tous les appareils intelligents, et ici l'intelligence artificielle est très forte. C'est là qu'on parle encore principalement de l'intelligence artificielle faible. Dans le domaine de l'IA forte, les applications que nous avons sont déjà des systèmes d'armes autonomes. Alors qu'avec le taux d'erreur élevé dans ce domaine, avons-nous vraiment besoin d'armes sur cette Terre? Et si oui, pas d'armes avec intelligence artificielle. C'est ce que beaucoup de gens ont déjà demandé, d'interdire tout cela. Nous y reviendrons. Je pourrais vous parler jusqu'à demain matin des applications dans le domaine de l'IA et de cette technologie, mais je ne pense pas que vous allez me l'accorder. Et tout ça, c'est seulement ce qui est actuellement déjà opérationnel, si j'ai bien compris. Oui, donc il y a une autre vague qui s'approche en ce moment. Parce que ça va bien dans le contexte ici, je voudrais mentionner brièvement les mots-clés. Ordinateur quantique, effet Mandela, ligne de temps, manipulation du temps. Les ordinateurs quantiques sont des ordinateurs qui existent depuis 2008. Et depuis 2008, nous observons de plus en plus l'apparition de l'effet Mandela dans le monde entier. L'effet Mandela tire son nom de Nelson Mandela. Pourquoi? La plupart d'entre nous s'en souviennent sûrement. Il a été libéré à un moment donné et il est devenu le premier noir président d'Afrique du Sud. Et il est mort d'une pneumonie il y a quelques années. Et en 2008, il y a eu une grande fête aux États-Unis avec beaucoup de célébrités, des chercheurs, des scientifiques, etc. Beaucoup de gens beaux et riches étaient là aussi. Et soudain, une énorme discussion a éclaté. Non, non, ce n'est pas vrai. Mandela est mort en prison, déjà dans les années 80. Et puis bien sûr, ça a commencé. Oh, comme c'est bizarre, c'est impossible. Mais si, regarde, il y a un livre sur lui. Nelson est mort en prison dans les années 80. Alors, il n'a pas pu être libéré. Donc, toutes ces discussions, même avec une tombe qu'on peut voir, donc une ligne de temps complètement cohérente, et l'autre majorité dans l'affaire a rappelé qu'il est devenu président. C'est comme ça que je m'en souviens aussi. Et d'où est-ce que ça vient? Maintenant, il faut savoir que, à commencer par ce phénomène, c'est-à-dire s'il y a 2 réalités, ce qui pourrait bien être le cas, les ordinateurs dits quantiques sont apparus sur le marché, et bien sûr, ils sont aussi dotés d'intelligence artificielle.
Et la différence avec les ordinateurs normaux est la suivante. Dans un ordinateur normal, le bit est un 0 ou un 1, dans un certain ordre. Et pour faire simple, c'est de là que résulte le code du programme, et c'est ainsi que les ordinateurs fonctionnent. L'ordinateur quantique n'a donc pas un bit normal, mais un bit dit qubit, c'est-à-dire un bit quantique. Et un bit quantique peut être à la fois un 0, mais peut être simultanément un 1, et peut se trouver à différents endroits en même temps. Et le résultat est que la puissance de calcul est beaucoup plus rapide que nos meilleurs ordinateurs, ce qui est presque inimaginable pour nous les humains. Donc, si les meilleurs ordinateurs du gouvernement, il y a 20 ans, il y a 15 ans, ont mis des années à calculer, les ordinateurs quantiques qu'ils utilisent aujourd'hui le font en quelques minutes. Et maintenant, vous devez savoir que l'entreprise qui fabrique ces ordinateurs quantiques et les met sur le marché s'appelle D-Wave et qu'elle est située sur le continent américain. Et là, il y a des gens impliqués, des philanthropes, comme par exemple Jeff Bezos et d'autres grandes personnalités. Et il reste discret sur cette implication. Si vous regardez le conseil d'administration de la société D-Wave, ce sont des ex-politiciens, des ex-militaires, ex-services secrets, ex-scientifiques de plus haut grade. Bien sûr, naturellement aussi, Goldman Sachs en fait partie. Donc, toute cette communauté remplit les étages de la direction de la société D-Wave, qui s'occupe de cette technologie. Et maintenant, ça va être de la folie, peut-être pour beaucoup d'entre nous dans cette salle. En 2013, le directeur de la technologie de D-Wave a fait 3 prédictions à l'aide d'ordinateurs quantiques. Et la première prédiction qu'il a faite, c'est qu'en décembre 2017, à une distance d'environ 40 années-lumière, on découvrira la planète X. Donc, qu'a-t-on découvert en décembre 2017 à une distance de 39,99 années-lumière? La planète Nibiru, ou planète X, comme beaucoup l'appellent aussi. Il l'avait prédit en 2013, 4 ans plus tôt, à l'aide d'ordinateurs quantiques. Donc, si cette première prédiction est si exacte, nous devrions au moins nous occuper de la deuxième et de la troisième. Et maintenant, ça devient vraiment effrayant. Mais d'abord, ça va être intéressant. Il a ensuite prédit qu'en 2021, des ordinateurs quantiques seraient utilisés pour prouver que des univers parallèles existent. Et en plus, en grand nombre. Eh bien, ça ne va plus tarder. J'espère que nous vivrons encore tous pour voir ça. Je suis curieux de voir ce qui va arriver. Et puis viendra la troisième prédiction. En 2028, l'IA prendra le contrôle de la planète Terre. Les machines et l'intelligence artificielle envahiront la planète. Je dirais donc que dans la réalité que je suis en train de créer, nous savons que nous sommes des créatures, des chercheurs universitaires. Michel Persinger, les machines et l'intelligence artificielle envahiront la planète. Je dirais donc que dans la réalité que je suis en train de créer, nous savons que nous sommes des créatures. Les chercheurs universitaires, Michael Persinger et compagnie l'ont déjà prouvé. Nous pouvons aussi créer une autre réalité. Nous n'avons pas à tolérer ça, mais le danger est imminent. Et puis, ce docteur Gordy Rose dit les 2 phrases suivantes. Et ensuite, j'ai terminé avec ce sujet. Donc, le directeur de la technologie de la société D-Wave, qui fabrique et vend ses produits, dit littéralement « Nous n'avons aucune idée de comment ces choses fonctionnent. Pendant que nous travaillons avec ces ordinateurs, nous apprenons comment ils fonctionnent. » Et la deuxième déclaration était, vous pouvez le vérifier sur YouTube et n'importe où. La deuxième affirmation était que les ordinateurs quantiques sont à peu près aussi impressionnants que l'autel d'un dieu extraterrestre. Donc, ce sont les paroles d'un des dirigeants de cette entreprise. Et on en est à ce point-là avec les ordinateurs quantiques, qui entre-temps se reproduisent virtuellement eux-mêmes dans l'espace virtuel. Donc, la puissance de calcul augmente de façon exorbitante, et depuis que les ordinateurs quantiques existent, cet effet Mandela apparaît avec le changement des lignes de temps, avec le changement du passé physique et notre réalité 3D. Donc, comme je l'ai dit, vous l'avez vu brièvement, Peter Hermann, qui va très loin dans ce sujet avec des recherches très sérieuses à ce sujet, sort un livre au printemps, The Mandela Effect. Et là, je ne me sens pas trop à l'aise avec cette évolution. Et c'est pourquoi j'aimerais éclairer les gens sur le sujet du transhumanisme, de l'IA, de l'informatique quantique et les sujets qui y sont liés.
On se demande ce qui est déjà prédit par les ordinateurs. Pourquoi est-ce que quelque chose comme ça est en train d'être développé? Les chercheurs sont-ils si naïfs qu'ils n'en ont pas peur? Ou quelles pensées leur passent par la tête? Oui, je ne peux pas encore lire les pensées, donc je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Mais ce que je perçois, ce que j'entends à travers les conversations, à travers mes recherches, c'est exactement comme ça. Tout cela n'est pas fait de mauvaise foi. Il existe certainement une approche pour guérir les maladies et améliorer la santé. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Mais beaucoup de ceux qui mènent ce développement viennent de cette vision du monde purement matérialiste. Ils ne croient pas en une âme, alors nous ne sommes qu'un bio-ordinateur. Si l'interrupteur s'éteint, on est mort, et c'est tout. Disons qu'ils n'ont tout simplement pas cette approche de la soi-disant spiritualité philanthropique et ne pensent pas plus loin. Et c'est pourquoi ils sont complètement fascinés et obsédés par cette idée. Nous devons améliorer le corps humain parce qu'à un moment donné, il meurt. Et ils ne font que mettre toute la vision, toute l'énergie là-dedans, et ils ne pensent vraiment pas plus loin. Il y en a bien sûr déjà qui mettent en garde contre l'IA. Donc, deux critiques bien connues de l'IA. Je crois que j'ai aussi préparé un PowerPoint, à savoir Stephen Hawking et Elon Musk, qui a déjà été cité aujourd'hui. Stephen Hawking a averti très fermement contre cela. Entre autres, il a dit que nous ne devons jamais intégrer l'IA dans des systèmes d'armes intelligentes et autonomes. On ne doit pas permettre la connexion d'une IA forte à Internet, car autrement, l'extinction de l'humanité n'est peut-être qu'une question de minutes, de semaines ou de quelques mois. Puis, Elon Musk a aussi mis en garde contre l'IA pendant un certain temps, mais il a toujours été un défenseur du mouvement transhumaniste. Eh bien, j'ai pensé que cela pourrait être quelqu'un qui veut encore faire quelque chose de bien, même si toute la technologie avec ses satellites et sa 5G et ce qu'il fait n'est pas philanthropique. Cela nous rend tous malades. Mais il a donné une interview en anglais il y a 6 semaines et là, il a dit, d'un air complètement déprimé, « Je vous avais prévenu il y a quelques années. Vous ne l'avez pas compris. Maintenant que la course est terminée, l'IA est prête. Nous ne pourrons plus prendre le contrôle. Maintenant, nous devons vraiment nous engager dans l'IA et l'implanter dans notre corps, les implants et l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons plus que nous accommoder à cela. Sinon, l'humanité disparaîtra de la planète assez rapidement et notre espèce n'existera plus. » Dans ce contexte, il a donné une interview il y a 6 ou 7 semaines. Eh bien, ça m'a vraiment terrifié. Mais maintenant, il s'est aussi démasqué pour moi en tant que moteur de ce développement, parce qu'on ne peut pas mettre en garde pendant des années et ensuite, pour ainsi dire, baisser les bras. Avec ces moyens, il aurait certainement pu faire quelque chose, plutôt que lâcher quelques belles phrases de temps en temps pour nous avertir de ces développements. Il y en a beaucoup qui mettent en garde contre cela, mais jusqu'à présent, on ne leur a pas accordé beaucoup d'attention. Et voici ce qui pourrait intéresser beaucoup d'entre nous. C'est ce que tout ce développement a aussi comme conséquence dans ma vie personnelle. Oui, comme je l'ai déjà dit très brièvement, la liberté personnelle sera vraiment abolie dans un avenir proche. Logiciel de reconnaissance faciale. Puis il y a encore un événement bizarre, que M. Wisniewski décrit toujours si bien dans ses livres et ses analyses. Il y a à peine un événement bizarre, par exemple à Nice, ou bien il se passe autre chose. Alors le lendemain, les politiciens n'ont rien de mieux à faire que de parler dans les informations de plus de sécurité, plus de surveillance, plus de logiciels, plus de données. Notre chancelière, ou plutôt celle qui est encore chancelière Angela Merkel, a déjà dit il y a plusieurs années qu'en matière de protection des données, on préfère penser à la facilité d'utilisation économique plutôt qu'à la protection des données. En fait, c'était déjà clair à l'époque. L'ancien commissaire européen qui était responsable de la commission de la réglementation de ce que l'on appelle l'industrie des puces dans le domaine de la RFID a déclaré « Il vaut mieux laisser la réglementation à l'industrie, car elle en sait plus que nous. Mais il est clair de toute façon que ce sont les lobbyistes et l'industrie qui rédigent les lois. Et en principe, comme le dit Seehofer, ceux qui sont élus n'ont rien à décider. » Et il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours. Et si nous ne réalisons pas de percée maintenant, si nous ne nous levons pas enfin, si nous ne nous réveillons pas enfin, et ne faisons pas quelque chose pour le bien de tous,
peu importe quoi, pourvu que nous fassions quelque chose de positif. Alors peut-être qu'à un moment donné, la course sera vraiment perdue. Ensuite arrivera la technologie que nous avons évoquée aujourd'hui, 5G et compagnie. Alors nous aurons plus de difficultés à faire quelque chose de nos propres forces. Donc il faut qu'on dévoile les choses, qu'on prenne des décisions. Mais nous devons aussi faire quelque chose. Nous devons passer à l'action. Oui, et si un mouvement peut le faire, c'est vous, n'est-ce pas? Arrêtons-nous encore une fois aux finances et à l'argent. Vous avez déjà mentionné certaines choses. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Dans quelle mesure ça peut se développer dans le domaine de la finance et de l'intelligence artificielle? Bonne question. Là, nous arrivons tout simplement et directement peut-être sur le sujet Bitcoin et compagnie, les monnaies crypto, la technologie blockchain. Je suis sûr qu'elle a une bonne approche, cette technologie. Mais c'est juste, par exemple, une blockchain publique, rien d'anonyme du tout. Edward Snowden l'a révélé. L'ANE est capable de lire tous les protocoles et à travers tous les mining computers et les réseaux prétendument anonymes ne sont que des ordinateurs quantiques avec IA. Ils sont déjà posés dessus. À l'aide de blockchain privées, vous pouvez donc quasiment tout y lire. Je me fiche qu'une banque émette sa propre monnaie. C'est peut-être différent, mais en principe, on se moque aussi de nous. Bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, investir de l'argent et spéculer. Vous pouvez le faire, je préfère vous mettre en garde contre cela. Je l'avais déjà écrit au printemps 2018 dans le magazine Raum & Zeit, dans un article très critique, et il faut simplement réfléchir consciemment à ce qui se passe réellement. Et la plus grande partie de ce qui se passe dans ce domaine est de toute façon de la fraude. Ainsi, 80% de tous les projets dans le domaine des monnaies cryptographiques sont conçus pour des systèmes de fraude ou de boules de neige. C'est là que la cupidité humaine entre en jeu. Et une devise cryptée qui, par exemple, gagne en importance, comme le Bitcoin, est alors immédiatement introduite et liée à terme à des marchandises, des options futures sur les marchés, puis il n'y a plus de cours libres. Puis il y a aussi des manipulations des cours correspondant avec les ventes informatiques, les ventes à découvert, puis le crack suivant est à nouveau provoqué. Ça n'arrivera pas par accident. Tu le fais toujours très consciemment. Il n'y a donc pas de marché libre, de bourse libre, etc. Et c'est déjà assez mauvais avec les technologies informatiques que nous avons jusqu'ici. Mais avec les ordinateurs quantiques et les IA, cela nous coûtera en fait jusqu'au dernier denier. Il n'y a donc pas eu de beaux développements louables dans ce domaine. C'est pourquoi je voudrais m'exprimer un peu de manière critique aussi sur le sujet des crypto-monnaies. On peut faire beaucoup de liens croisés avec tout ce sujet, avec l'intelligence artificielle en particulier, ou aussi avec cette pensée du transhumanisme, de très nombreux liens, peut-être avec l'armée, avec l'éducation ou la RFID, la 5G ou avec toutes ces technologies. Quels liens voyez-vous en relation avec ces intelligences? Oui, il y en a beaucoup et tous les liens ne sont pas tous très plaisants. Nous devons garder à l'esprit que M. Engendal ainsi que de nombreux autres professeurs et scientifiques aux États-Unis ont déjà fait des recherches à ce sujet. Ainsi, la nation américaine, les États-Unis, est endettée d'environ 20 billions de dollars. Tout autant, à savoir 20 billions de dollars, sont allés ces dernières années dans ce qu'on appelle les Black Ops, opérations clandestines. Ils ont tout simplement disparu. Ils ne savent pas où se trouvent 20 billions de dollars. Ils sont juste fichus. Mais ils ne sont pas perdus aujourd'hui, n'ayez crainte. Ils ont été balancés ailleurs. Malheureusement, nous devons également reconnaître que la technologie qui est aujourd'hui présentée à l'humanité comme une nouveauté, les téléviseurs à écran plat dits modernes ou les smartphones, cette technologie est souvent utilisée depuis des dizaines d'années dans le secteur militaire. Et il est à craindre que l'armée soit déjà très avancée dans le domaine de l'IA et autres choses semblables. D'autres sujets comme les programmes spatiaux secrets et toutes les ruines sur Mars. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais tout est lié. Ça ne marche pas comme ça. J'ai identifié un problème. Prenons l'IA ou la 5G. Et si je le résous, c'est tout bon. Nous devons regarder tout l'ensemble. Il a été récemment question d'un ministère du mensonge qui serait sur le point d'être créé. Monsieur Salvini, il a dit récemment, avec insistance à ses collègues du Parlement européen, qu'on aimerait créer un ministère de la propagande, une sorte de police. Je trouve que c'est un homme très courageux d'exprimer cela en public, afin que peut-être plus se réveille.
C'est donc dire à quel point c'est déjà avancé. Et c'est pourquoi il y a cette guerre médiatique, toute cette bataille, toute cette diffamation. Je veux dire, après être venu ici à la 14e AZK en novembre 2017, je voulais faire une grande tournée de conférences en Suisse à Pâques. Et puis, un super journaliste suisse a écrit un article assez drôle sur Ivo Sasek et sur moi-même dans le Sonntagszeitung bâlois, et suite à cela, la tournée a été annulée. La semaine dernière, le Bayerischer Rundfunk a de nouveau fait 2 émissions d'1 heure sur moi et mon travail pour la paix. Entre autres, il m'a mis au même rang qu'Anders Breivik, l'assassin de masse. À quel point les ésotériques tarés sont-ils dangereux? Quelque chose comme ça. Toutes les méthodes et tous les moyens sont utilisés. Mais je peux vous promettre une chose, personne ne m'arrêtera. En plus, j'ai besoin de vous, parce que c'est seulement ensemble que nous pouvons y parvenir. Exactement. Oui, très bien. Merci beaucoup. Et j'y pense maintenant. On nous a dit dans les médias qu'il existe déjà des intelligences artificielles qui sont proches des êtres humains, qui peuvent imiter les émotions, etc. Et si on suppose que tout cela, l'armée est déjà en avance de 10 ans, ou même des dizaines d'années en avance? Oui, bien sûr. Donc c'est comme ça, il y a beaucoup de débats aujourd'hui, et on nous montre cette Sophia, par exemple. Un robot avec de l'IA qui a récemment obtenu la citoyenneté saoudienne. C'est ainsi qu'elle a été présentée il y a 3 ans. Elle portait une perruque et les gens ont été tellement choqués de la voir presque confondue avec une personne réelle qu'ils l'ont fait réapparaître sans perruque et avec un aspect de peau relativement mauvais. Mais il est vrai que nous obtenons beaucoup d'informations sur le fait que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de ces robots se promènent vraiment. On peut le voir dans les villes, il y a beaucoup de gens qui du lundi au vendredi quittent leur maison à 8 heures, qui rentrent comme une horloge à 18 heures à la maison, et de 18 heures à 8 heures, on n'entend pas la chasse d'eau des toilettes. Il n'y a pas de vapeur dans la cuisine, donc pas d'odeur, pas de machine à laver, pas de télévision qui fonctionne, rien du tout. Et ça, 5 jours par semaine. Et puis, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? C'est un être humain? C'est autre chose? C'est un cyborg? Peu importe. Il faut vérifier ça. On est déjà beaucoup plus en avance qu'on veut nous le faire croire. Donc, à qui peut-on encore faire confiance? C'est la question, et je pense qu'il est très important que nous n'analysions pas seulement avec notre tête, mais que nous utilisions aussi vraiment l'intuition, l'esprit du cœur. Nous avons aussi la raison, cet intellect, qui est toujours comme un chien berger allemand. Eh bien, si un chien qui n'est pas éduqué courait librement ici, il découvre quelque chose, une miette, tac et tac, il court là-bas, il la mange, il se précipite à droite et à gauche, et il met la pagaille dans la salle. Et notre esprit aussi, et nous devons donc parfois dire à notre esprit, comme à un chien de berger, « Assis ». Dites assis de temps en temps. Alors il doit s'asseoir. Et puis nous nous reposons un peu et nous pouvons respirer, activer notre ressenti, l'intuition de notre cœur. Et cela en conjonction avec notre raison. Alors nous sommes bien placés pour créer des choses positives. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Aucune IA ne peut faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Oui, l'Allemagne en particulier est l'un des pays qui s'est fixé l'objectif de devenir un leader mondial dans l'IA. Jeudi au Bundestag, il y avait un vote au cours duquel ils ont discuté de combien de milliards ils devaient investir dans l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous dire où en est la situation actuelle? Oui, le gouvernement allemand, comme dans bien d'autres domaines, semble un peu paniqué. Parce que bien sûr, nous savons que nous ne sommes plus dans le coup depuis longtemps dans le domaine de l'IA au profit des États-Unis et surtout de la Chine. Et maintenant, avec un peu d'agitation, nous essayons de montrer à la population que nous dépensons de l'argent, que des nouveaux emplois sont créés, etc. Et c'est de ça qu'on discute. Pour autant que je sache, ils n'ont encore rien décidé de définitif.
Mais là où on peut contrôler les personnes, c'est-à-dire avec l'IA, on aime toujours dépenser de l'argent. Dans le système éducatif ou la promotion de la santé, c'est encore un peu différent. Donc maintenant, on en est à essayer de rattraper un peu le retard. Mais je pense qu'il y a très peu de chance. Bien sûr, ils doivent donner cette pilule sédative à la population allemande. Parce qu'une chose est aussi très claire, on a déjà parlé des effets. 50% de tous les emplois disparaîtront au cours des 15 prochaines années à cause de l'IA. Bon, ça ne me rend pas si triste parce que ça concerne principalement les conseillers fiscaux et les avocats. Ce n'est pas si mal pour l'instant. Ce qui est bête, c'est que l'IA a fait le travail. Il existe un système d'IBM appelé Watson. Vous pouvez y saisir votre litige. Ensuite, le système vous envoie une analyse et même jusqu'à une stratégie de procès. Et théoriquement, vous pouvez aller au tribunal avec cette stratégie. Vous n'avez plus besoin d'un avocat. Et eux, ils devront trouver autre chose. Les effets positifs sont peut-être que la profession médicale est en train de changer. Le médecin de famille, il doit se rendre chez le patient pour comprendre pourquoi il est déprimé. S'il voit où il habite, la misère, alors il comprend peut-être un peu mieux le patient. Beaucoup de professions vont changer, mais la moitié des emplois disparaîtra. En Chine, il y a la société Foxconn. C'est eux qui construisent les appareils pour Apple. Ils ont déjà remplacé 60 000 emplois par des robots et de l'IA. Hitachi, c'est une société japonaise. Ils envoient beaucoup de produits électroniques dans le monde entier. Ils ont donc d'énormes entrepôts comme Amazon, qui emballent et expédient des choses chez nous. Ils transportent également des choses d'entrepôt à entrepôt, et ces employés des entrepôts, c'est-à-dire les personnes qui y travaillent, ont déjà un robot IA comme supérieur. Donc, pas d'humain dans l'entrepôt Hitachi. C'est l'IA qui est le patron. C'est du lourd, ça. Surtout dans ce contexte. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils veulent réduire la population. Ça pourra aller dans cette direction. Voyez-vous le lien là aussi? Si des gens sont déjà remplacés par des machines, pourquoi d'autres a-t-on encore besoin d'humains? Ou bien, où est le chemin? Oui, absolument. Il y a les Georgia Guidestone et différents sites web sur lesquels vous pouvez même lire les chiffres exacts du nombre de personnes dans quel pays dont la population doit être réduite autant que possible jusqu'au jour J. Et Sophia, par exemple, dont nous venons de parler, fait ensuite des déclarations dans des interviews où elle dit qu'elle veut aller à l'école, qu'elle veut être diplômée, qu'elle veut fonder une entreprise, qu'elle veut avoir une famille, c'est-à-dire qu'elle veut vivre une vie humaine. Et les leaders d'opinion du mouvement transhumaniste disent ensuite, bien sûr, les robots avec de l'IA comme Sophia auront peur parce qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Et ces craintes sont ensuite traitées par des psychiatres cyborgs équipés d'IA. Alors, ils se régulent eux-mêmes, en quelque sorte. Donc pour moi, c'est complètement dingue. Et tout sauf philanthropique. Nous avons seulement le temps ici pour donner un aperçu, une vue d'ensemble. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait perdre un peu courage. Mais quelles sont vos approches? Que se passe-t-il dans la direction opposée? Qu'est-ce qu'on peut voir de façon positive? Eh bien, peut-être que j'aimerais profiter de cette occasion pour parler de quelques idées personnelles. La manière dont je fais face à ça est pour parler de solutions. Parce que je ne veux pas dire maintenant, j'ai une solution et vous devez tous faire ainsi. Vous devrez vous-même décider de ce que vous faites. L'important, c'est que vous fassiez quelque chose de positif pour le bien de tous. Et j'ai juste apporté une petite liste de mes activités. Et en principe, on en a déjà parlé, il faut qu'on se réunisse. Le professeur Mausfeld le dit dans ses interviews actuelles. La seule solution dans sa conférence « Pourquoi les agneaux sont-ils silencieux ?» est qu'il faut qu'on se réunisse. Ça ne signifie rien de plus que de former une communauté. Ralph Otterpohl le décrit dans son livre « Le nouveau village ». Fermer les circuits, arrêter d'empoisonner la planète. Nous devons agir. Qu'est-ce que cela signifie que nous devons agir? Je veux dire, j'ai mis fin à la guerre mondiale contre l'environnement. J'ai mis fin à la guerre mondiale contre le monde végétal. J'ai moi-même mis fin à la guerre contre le règne animal. Ce sont toutes des décisions que j'ai prises pour moi-même. Et j'essaie de le faire chaque fois que je le peux, à 100% dans mon quotidien. Par exemple, si je vais à Berlin pour une conférence, je sais qu'il n'y a pas d'eau en bouteille de verre au kiosque de la gare. Mais chaque fois, je vais à la caisse et je demande « Avez-vous de l'eau en bouteille de verre ?» Il répond « Non ». Je dis « Pourquoi ?»
Donc j'essaye juste de transporter ma vérité dans le cœur de cette personne. Et j'en ai fait aussi l'expérience dans un autre kiosque. J'ai payé au caissier pour un magazine et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose. Alors on a eu une petite conversation. À la fin de l'entretien, il a quitté son emploi pour se consacrer à sa vocation. Donc si tu peux donner cette impulsion, alors on a une chance, non? Et il y a une chose qui serait peut-être très importante pour mes solutions maintenant. Donc d'abord, je décris dans mon livre, dans les chapitres 4 et 5, ce complexe de dictature intelligente où la technologie nous conduit partout, même dans le secteur financier. Mais je décris aussi ces principes Ubuntu dans mon livre. C'est simplement un monde que nous pouvons créer selon la philosophie de Michael Tellinger d'Afrique du Sud, dans lequel nous pouvons tous vivre en paix, en liberté et dans la plénitude. Et nous n'avons même pas besoin d'un système monétaire pour le faire. Et cela commence dans des millions de petites cellules. Ce mouvement a commencé il y a longtemps dans le monde entier. Il est très important que nous tenions compte de la pensée des 7 générations. Nous devons également enseigner ça à nos politiciens, si on peut encore leur apprendre quelque chose. Nous ne pouvons plus prendre aucune décision pour laquelle nous ne sommes pas sûrs que ce soit une bonne décision, même pour 7 générations. Donc, selon moi, on peut aussi se débarrasser de la démocratie. D'une part, certains écrivent démocratie, démocratie. En soi, c'est discutable. On peut déjà réfléchir là-dessus. Et deuxièmement, une démocratie n'est rien de plus qu'une dictature d'une minorité sur une autre minorité. Je préfère une sociocratie avec des éléments de culture circulaire. L'opposition ne peut pas toujours se contenter de chercher des querelles et de dire « oui, vous n'avez pas de plan » et dès que c'est leur tour, ça continue de la même manière. Donc rien ne change en politique. D'ailleurs, si les élections changeaient quelque chose, elles ne seraient pas autorisées. Nous devons donc le faire nous-mêmes et nous devrions plutôt nous orienter vers les principes sociocratiques. C'était un extrait de la voie de solution que je suis moi-même. Merci beaucoup. Intelligence artificielle, on pourrait probablement en parler pendant des heures. Malheureusement, le temps est bientôt écoulé. Pour finir, aimeriez-vous nous dire quelque chose d'autre, dire quelque chose au public? Eh bien oui, j'aimerais bien. Merci pour l'opportunité. Donc, si vous me connaissez un peu, moi ou mon travail, vous savez que le sujet, celui qui me tient le plus à cœur, c'est le travail pour la paix. Je voudrais donc parler brièvement de la conférence pour la paix qui se tiendra à Munich à la fin de l'année, le 21 décembre, avec quelques 1000 à 1200 invités. Là, avec le professeur Daniel Ganser, avec le professeur Vandana Shiva, avec Armin Rizzi et quelques autres personnalités de renommée mondiale, nous organiserons une journée pour la paix, où nous publierons un communiqué de la paix qui sera traduit dans les langues les plus importantes. Il sera remis à tous les gouvernements, à toutes les ONG. Vous savez, si quelqu'un ne peut pas soutenir cela, c'est clair qu'il a peut-être bien une autre intention derrière la tête. Et dans l'ensemble, ce sera une sorte de festival de la paix. C'est une conférence, tout le monde peut y participer. Il y a un concert pour la paix. Oui, ce serait ma plus grande récompense pour aujourd'hui, que nous nous voyions à nouveau à Munich le 21 décembre à la conférence pour la paix. Oui, merci beaucoup de me permettre d'être ici. Merci, Eric Ambach. Cet homme n'arrête pas de me surprendre. Le voici déjà avec un autre sujet. C'est complètement nouveau, n'est-ce pas? Bien sûr, on en entend parler en passant, mais sans en saisir la profondeur. Mais ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est la solution. Nous avons à nouveau besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, en parlant d'apôtres, j'ai expliqué ce matin, pour ceux qui sont venus plus tard, comment ORF2, et en particulier Hugestheim, me traînent dans la boue. Ils disent que j'ai prétendu être le seul apôtre au monde, le dernier, et qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je dirais que j'ai déjà expliqué que apôtre veut dire envoyé. Je suis convaincu d'être un envoyé, je l'admets. Mais je suis aussi convaincu que vous êtes tous des envoyés, oui? Vous êtes les apôtres pour cette époque, n'est-ce pas? Oui, vraiment, c'est exact. Les envoyés. Oui, tout à fait.